Tout le monde voit mon écran en entier, c'est bon? Oui, Ouais, parfait. Donc le but, c'est de vous présenter le content marketing. Vu que c'est un sujet très vaste, je vais me concentrer sur la partie stratégie. Donc c'est vraiment de vous donner les clés ou en tout cas remettre en perspective les étapes principales et importantes pour mettre en place une stratégie. Donc, il y en a qui m'ont déjà eu en cours, hein, justement, ou en formation, donc qui connaissent un petit peu les étapes. Donc, ça sera une piqûre de rappel. Certains d'entre vous donc, sont marketeurs, avec chacun des spécialités différentes. Donc, ça peut toujours être bien de remettre les choses en perspective et puis d'avoir aussi peut-être un autre regard ou un autre point de vue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis consultante en marketing digital avec la spécialité, tout ce qui est attrait à la création de contenu. Donc, on va dire, j'ai la première partie qui est le focus sur accompagner les clients pour mettre en place justement la stratégie de marketing digital, choisir les bons leviers. La partie opérationnelle, donc qui va être vraiment la création de contenu. Donc, principalement des articles de blog en B2B, des articles pour des magazines, des fiches produits pour des sites e-commerce, des pages de contenu et la création de sites internet, donc le site internet dans sa globalité ou simplement les pages de contenu quand je travaille en partenariat avec des développeurs par exemple ou d'autres agences. Donc ma spécialité, c'est le marketing de contenu et des thématiques principalement B2B ou du B2C plutôt complexe. Donc, par exemple, j'avais un client sur le CBD, donc le cannabis légal sans THC, où là, il y a beaucoup de recherches. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les thématiques un peu pointues. Donc, par exemple, l'immobilier, l'expertise comptable, la fiscalité, tout ce qui est IT, logiciel dans le SaaS, par exemple. Donc, j'ai des clients aussi bien des startups. En indépendant, c'est beaucoup des personnes qui sont coachs, consultants, coachs en développement personnel, et puis donc des PME et des entreprises comme des cabinets d'expertise comptable ou des promoteurs immobiliers ou des agences. Donc voilà, c'est les secteurs sur lesquels j'interviens. Et je me suis lancée donc il y a 2 ans maintenant avec Foxeo. Et dans le marketing digital, donc j'ai vraiment mis le pied dedans à partir de 2015, lorsque j'ai eu un projet, une expérience au sud du Portugal, en Algarve, où là j'ai vraiment mis le pied à l'étrier et je suis passée, on va dire, du marketing classique qu'on a tous connu à l'école avec les études de marché, etc., à la partie vraiment web. Et ensuite, ce que je conseillerais à tous ceux que je connais et que j'ai eu aussi bien en formation à l'IFA ou à l'ICN, c'est de continuer à se former régulièrement, au moins 1 fois, 2 fois par an, aussi bien sur des thématiques qui vous sont propres dans votre métier, donc si on est marketeur, que dans les thématiques de l'indépendant et de l'entrepreneuriat en tant que tel. Donc, je pense à Nicolas Adler, par exemple, sur la prise de parole ou aux coachs qui font du développement personnel qui permettent de monter en grade dans sa propre activité d'indépendant et de freelance. Donc voilà, surtout que le confinement, c'est la bonne période, on va dire, pour se former. L'agenda de la présentation, donc 5 points assez précis. Je vous rassure, ils ne sont pas tous très longs. C'est le point le plus long, c'est le numéro 3. Donc en premier, qu'est-ce que le content marketing? Remettre les bases entre ce qu'on croit savoir et ce qu'on sait. Donc on remet simplement une base, le contexte. Les erreurs à éviter. Donc là, je vous partage en fait les erreurs très communes des clients que j'accompagne, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, définir une stratégie cohérente, donc la partie principale, les facteurs clés de succès et les règles du jeu du content marketing. Et bien sûr, après, il y aura les questions-réponses. Donc, je repasserai dans le fil de commentaires. Marie, Rebecca et Nicolas, ceux que je connais, n'hésitez pas à me faire remonter les questions qui sont les plus récurrentes pour que je puisse répondre en priorité à celles-ci. Alors, donc, en fait, le contexte, c'est la différence entre l'outbound et l'inbound marketing. Le content marketing est vraiment intégré, fait partie de la philosophie de l'inbound. Donc, on a 2 manières d'adresser le client.
Donc, d'une part, tout ce qui est stratégie d'outbound, on va dire, c'est la publicité intrusive. C'est lorsqu'on interrompt le client, le prospect, dans une action. Donc, par exemple, vous êtes en train de surfer sur un site web et vous avez des pop-up qui sortent. Vous êtes chez vous installé tranquillement le soir et il y a quelqu'un qui vous appelle. Donc, on vous interrompt dans votre action et ce n'est pas quelque chose qui est attendu. En général, c'est plutôt désagréable. Donc, ça va être le cold calling, donc la prospection à froid, la prospection commerciale, les publicités interruptives, les emails de masse. Donc, les emails de masse, j'entends bien, pas les newsletters personnalisés avec une stratégie de contenu, c'est vraiment on bombarde et on voit, il y a un tout petit pourcentage qui va peut-être coopérer. Donc, on passe de l'outbound à un marketing permissif. Donc, on va avoir la permission des prospects, des clients. Et pour cela, on va mettre en place donc, plein de contenus et une stratégie pour les attirer. Donc, ça passe par le site web, le blog, les newsletters, les réseaux sociaux. Donc, tout ça sont différents leviers qui fonctionnent en synergie. Après, je ne veux pas dire que la publicité, l'outbound ne fonctionne pas. Il y a des techniques qui vont permettre de fonctionner. Le cold calling peut encore fonctionner. Il y a des commerciaux qui sont très, très bons et qui y parviennent encore. Donc, par moment, ça peut être complémentaire à l'inbound. Néanmoins, on peut utiliser certains leviers et garder cette philosophie inbound pour avoir plus de résultats. Donc, grosso modo, on va dire il y a deux camps et on passe de l'intrusion à la permission. Sachant que maintenant, le but du jeu en tant que marque ou en tant qu'indépendant, c'est d'attirer le consommateur avec du contenu centré sur ses préoccupations au lieu de l'interrompre avec des publicités. Et le but du jeu, c'est vraiment de rester centré sur ses préoccupations et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, une définition qu'on peut trouver partout sur Internet, on va dire, je n'ai pas réinventé les choses. Donc, c'est des contenus variés, à valeur ajoutée, centrés sur l'utilisateur et dont la finalité est de vendre un produit et service. J'insiste sur la finalité et de vendre parce que c'est propre au content marketing. À l'inverse, dans le brand content, la finalité, c'est plutôt de mettre en avant une histoire, de faire du storytelling, de mettre en avant les valeurs d'une marque et l'univers d'une marque. Alors que le content marketing, la vocation, c'est vraiment d'avoir l'appel à l'action, le call to action, c'est vraiment de vendre, d'obtenir des leads et de faire quelque chose qui soit profitable pour l'entreprise. C'est aussi bien valable pour du B2B que du B2C. Donc, comme je vous le disais, moi, je suis vachement plus axée sur le B2B et c'est également valable pour les industries dites peu sexy ou qui ne le font pas encore. Je pense à l'industrie notamment, au secteur automobile, pas que les voitures en tant que telles, quoi, les pièces qu'il y a autour, donc toute l'industrie qu'il y a autour. Donc, il y a des secteurs, la pharmacie aussi, pharmaceutique. Donc, tous les secteurs-là ont tout intérêt à se lancer dans le marketing de contenu. Est-ce que vous avez, si vous pouvez soit écrire ou simplement prendre la parole au micro, pas de problème, est-ce que vous avez des idées de contenu en B2B et B2C? Il peut y avoir des contenus qui sont un petit peu différents entre le B2B et le B2C. Est-ce que là, à chaud, ceux qui connaissent un peu le content marketing ont des idées de type de contenu, justement? Je ne vois pas la fenêtre de commentaires en plus. Des exemples qui seraient différents, enfin une même thématique, mais qui seraient différentes en fonction du B2B et B2C? C'était ça la question? Oui. En fait, ce qu'on peut privilégier, par exemple, en B2B, ça va être plus de montrer, souvent en tout cas, ce qui est recherché, c'est de montrer l'expertise. Donc, dans ces cas-là, on peut faire des livres blancs ou des études de cas, des use cases. Donc, c'est vraiment montrer un cas client où on va expliquer, voilà la problématique de notre client au départ, voilà la solution, le conseil technique qu'on a apporté et quelle a été la valeur ajoutée. Donc, ça, c'est des articles qu'on peut faire de type interview, use case. Donc, ça marche beaucoup en B2B.
les interviews de dirigeants, les interviews de collaborateurs, donc à l'écrit ou en vidéo. Après, voilà, la vidéo, tout le monde le sait que c'est en train de grimper. L'écrit reste toujours très important. Moi, je suis spécialisée sur l'écrit, mais il y en a d'autres qui font très bien les vidéos. Je pense à Marie-Rebecca, par exemple, qui peut en faire. Et en B2C, ça va être plus des conseils, 5 leçons pour faire quelque chose, 10 raisons de faire quelque chose. On peut faire aussi des tutoriels. Dans tous les cas, voilà, il y a des contenus qui sont adaptés aussi bien au B2B qu'au B2C. Après, c'est, on va dire, le format qui peut un petit peu changer d'un secteur à l'autre. Tu as dans les commentaires, tu as Myriam et Camille, en fait, qui ont repris exactement ça. C'est bien, qu'ils avaient bien compris. Livre blanc B2B et article blogging pour, je pense, plus B2C. Donc, j'avais répondu à ta question, en tout cas. Bah, parfait. Et le blogging en tant que tel est aussi adapté au B2B. Hein. Les blogs d'entreprise, Myriam le sait puisqu'elle a beaucoup écrit pour, je pense à la fiduciaire notamment, le B2B et on peut tout à fait avoir un blog d'entreprise pour du business to business. Hein. Ok, je continue. Donc, le content marketing, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il s'inscrit dans la philosophie d'Inbound. Inbound, c'est un ensemble encore au-dessus, plus complexe, plus complet en tout cas. Et le but de l'Inbound, c'est de chercher à ce que ces prospects ou nos clients s'adressent naturellement à l'entreprise. Hein. Donc, c'est de les attirer, comme on a vu plus haut, avec un aimant, en délivrant des informations utiles dans le cadre d'un besoin éprouvé ou potentiel. C'est-à-dire que soit il y a un besoin et on y répond, soit en tout cas on a pressenti qu'il y en avait un et on va donner de la valeur ajoutée pour que le client passe à l'action. L'inbound, pour rappel, donc en fait, on met une typologie de contenu différents selon les étapes auxquelles se trouve le prospect. Donc, s'il est complètement froid, au début, on va chercher à l'attirer, ensuite le convertir, ensuite on va chercher à conclure, donc à ce qu'il achète quelque chose, pour ensuite le fidéliser. Et on va délivrer des contenus différents selon les étapes où on se trouve dans l'inbound. Donc, quand on est au début, qu'on a un visiteur sur notre site internet qui ne nous connaît pas, qui est complètement étranger, il va falloir lui proposer beaucoup de contenu de blog, avoir un bon SEO sur son site, Nicolas Evenou, et faire des réseaux sociaux. Julie Tempesta. Je fais du placement de produits en même temps. Et faire les réseaux sociaux. Donc là, c'est toute la partie qui va permettre d'attirer et de capter l'attention. Donc là, à savoir qu'il ne suffit pas d'un article ou d'une dizaine d'articles pour que ça fonctionne. Il en faut beaucoup plus et que ça soit régulier. Ensuite, lorsqu'il devient visiteur, on va lui proposer des landing pages pour qu'il s'inscrive à une formation, par exemple, pour qu'il s'inscrive à un webinaire, pour qu'il télécharge un guide gratuit. Donc là, on va déjà lui proposer un call to action, le but étant de récolter des leads et d'avoir un visiteur, de capter du trafic et ensuite d'avoir un contact avec lui, d'avoir en tout cas son mail, par exemple, ou son téléphone ou quelque chose. Le plus simple, c'est bien sûr de récolter son email. Ensuite, l'idéal étant de le passer dans un tunnel de vente, c'est-à-dire de proposer un scénario d'email avec différents contenus, de proposer des offres moins chères, puis des offres plus chères, donc faire les techniques d'upsell. Donc voilà, il y a tout un tas de techniques qui font partie de l'inbound. Donc le content marketing sert vraiment l'inbound marketing. Et une fois que votre client est là, le but du jeu est d'en faire un ambassadeur, ou en tout cas au moins de le fidéliser en lui proposant du contenu ciblé, des offres promotionnelles, des événements ou des choses un peu plus VIP, on va dire. Donc ça, c'est le contexte. Donc voilà, content marketing sert l'inbound, s'intègre complètement dans cette philosophie. Donc, un petit chiffre, il y en a plein, mais voilà, je ne vais pas vous en sortir 15 000. 74% du public fait confiance en contenu qui vise à renseigner le lecteur sur un sujet particulier. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sensible et on est beaucoup plus touché par du contenu qui répond à une problématique ou à une question de l'internaute plutôt que de bombarder et de pousser un message. Donc, c'est-à-dire que les marques aujourd'hui doivent vraiment se voir comme un média qui est ouvert jour et nuit et qui délivre du contenu pour son audience.
plutôt que l'inverse, le positionnement inverse des entreprises qui était celui qui crie le plus fort, celui qui a le plus de budget, qui fait le plus de publicité, qui aura une voix. Là, maintenant, la parole est partagée. À votre avis, donc ceux que j'ai eu en cours, forcément, normalement, ils ont la réponse, mais de quand date la pratique de création de contenu? Parce qu'on en parle beaucoup depuis le marketing digital, mais selon vous, si vous avez une date, à peu près une fourchette à la louche, à votre avis, depuis quand ça date? Je dirais depuis que les journaux existent. Je n'ai pas de date, mais je pense à partir du moment où on a commencé à écrire, il y a bien des petits malins qu'on en fait indirectement, volontairement ou involontairement, mais à partir du moment où on a partagé des écrits, je pense que peut-être pas aller sur les tablettes de papyrus, mais mais ça date, effectivement. Ouais, je dirais que ça date. Donc le premier exemple qu'on trouve quand on se renseigne, en tout cas sur la littérature marketing, c'est celui qui ressort. Donc c'est le chocolat Poulain, qui date donc en 1880, où ils avaient déjà mis en place les collections. Donc collectionner les bandes dessinées de Poulain. L'objectif, donc, c'était de renouveler son achat, de pousser à la consommation et à racheter le produit, pour collectionner et avoir toutes les images chez soi et en même temps créer un lien affectif avec la marque puisqu'on offre un cadeau. Donc, on donne quelque chose en échange de l'achat du produit. Donc, ça ne date pas d'hier. Et il y en a plein d'autres, mais voilà, je vous cite les deux qui m'ont le plus, que je trouve les plus intéressants, notamment le guide Michelin qui date de 1900. Aujourd'hui, si on vous dit le guide Michelin, on pense au guide avec la gastronomie. On occulte complètement le fait que c'était le constructeur de pneus, puisque c'est tellement rentré dans les mœurs que c'est devenu vraiment un guide à part entière. Donc l'objectif à la base, c'était d'encourager l'automobiliste à conduire plus, de lui donner une expérience agréable lorsqu'il parcourt les routes de France, en lui donnant des conseils qui sont intéressants pour lui. Donc comment bien changer ses pneus, les stations-service à proximité et les recommandations gastronomiques qui sont arrivées justement à partir de 1926. Je crois que ça a été écoulé en 45 000 exemplaires, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas mal. Donc là, c'est un bon exemple. Il y avait aussi une marque, j'ai oublié le nom, Benetton, je crois, ouais, Benetton, où ils ont aussi leur magazine, où ils traitent aussi bien de leurs produits que des thématiques, notamment ils luttent contre le racisme. Donc, ils ont une ligne éditoriale bien définie. Ils sont là pour une mixité, ils font la promotion d'une mixité ethnique. Tout en mettant en avant leurs produits et leurs valeurs. Donc, c'était aussi un exemple connu de content marketing qui est arrivé un peu plus tard pour nous. Alors, à votre avis, quelles seraient les erreurs à éviter quand on veut commencer à faire du marketing de contenu? Nico, tu me dis s'il y a des gens qui écrivent, parce que du coup, il y a une rien. question de maths, déjà, je l'ai gardée. Mais après, là, pour répondre à ta question, je pense que c'est se tromper de cible. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, quelles peuvent être les erreurs, quoi? L'erreur la plus flagrante, quoi. Peut-être d'avoir une vision un peu trop commerciale, un petit peu comme le vendeur de tapis, genre je veux absolument vous faire rentrer dans ma liste de clients et pas de prospects. Et ensuite, alors après, trop intrusif. D'après ce que vous dites, j'ai l'impression qu'il y a quand même une nuance à mettre en place. C'est pour ça que c'est un métier aussi. Mais j'ai noté pas mal de choses. Je me demandais s'il y avait une progression à mettre en place, forcément. Et les erreurs à éviter, j'allais dire, est-ce que dès la première publication, je peux dire, ben voilà, n'hésitez pas tout de suite à vous connecter ou n'hésitez pas à regarder tout de suite mon site. Est-ce qu'il faut le mettre en haleine au fur et à mesure? Oui, c'est ça. Il faut que ça soit progressif, effectivement. Il faut d'abord partager des contenus de blog, inviter à rendre visite sur le site, sur le blog, partager un article précis qui va être adapté à la cible, inviter à rejoindre sur les réseaux sociaux, ensuite offrir des contenus gratuits. Et après, une fois qu'on a installé une confiance et que les personnes se disent « Ok, je connais la personne, je lui fais confiance »,
on va tout doucement pouvoir amener des choses payantes. Et c'est normal, à un moment donné, il faut bien vendre, hein, on ne fait pas que du gratuit. Encore heureux, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais il faut donner confiance. Et il faut, je crois, au moins 7 contenus pour qu'une personne commence à connaître la marque. Il faut qu'elle revienne donc au moins 5 fois, 7 fois sur le site et qu'elle lise un certain nombre de fois un contenu pour que la confiance puisse s'instaurer, qu'il y ait une relation qui commence à se créer. Et ensuite, on va pouvoir penser à vendre. Une fois que la personne aura un besoin, de toute façon, elle passera à l'action. Et c'est là l'intérêt des landing pages ou des pages de vente où on va les construire de certaines manières à ce qu'on va amener la personne à faire ce qu'on a envie qu'elle fasse. Donc on devient un peu plus vendeur. Donc, c'est ce qu'on appelle le copywriting, hein, les techniques de vente. On écrit une page il y a certaines parties à respecter, il y a un certain angle à attaquer. Et là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet et on cherche à avoir des pages qui convertissent. Pour répondre à ta question, dans le chat, il y a de bonnes réponses. Déjà, ne pas partir dans tous les sens, ça paraît logique. Ne pas traquer aussi, ça, c'est vrai que c'est important. C'est-à-dire, et pas avoir de stratégie. En tout cas, c'est ce qui ressort dans les commentaires. Exact. Marie-Rep doit avoir une importance toujours de stratégie, de scoring. Enfin voilà, suivre, pister, étudier ce qui se passe, quoi. Exactement. Pour répondre à ta question et revenir dans la thématique. Exactement. Je dirais les 3 points que j'ai relevés les plus récurrents, hein, c'est effectivement ceux qui se lancent sans objectif parce que c'est tendance. Donc oui, il faut un site, oui, il faut un blog, oui, il faut être sur les réseaux sociaux et il n'y a pas du tout d'objectif derrière et ça... C'est déconnecté de la stratégie de l'entreprise. On y va parce qu'il faut, parce que tout le monde le fait, parce que c'est tendance. En ce moment, par exemple, les gens n'arrêtent pas de parler de TikTok, mais TikTok, ça cible quand même des personnes plutôt jeunes qui ont certains comportements. Enfin, je veux dire, chaque plateforme a une audience cible. Et si ça ne fait pas partie de votre cible, de votre persona, il n'y a pas forcément d'intérêt à y être. Il ne faut pas chercher à être partout. Ne pas s'adresser à son persona, et là j'ai envie de dire même ne pas avoir de persona. Nico, on a travaillé ensemble pour le savoir et d'autres, moi j'ai le cas à chaque fois, hein, c'est qu'on a une cible à peu près, c'est telle entreprise, les gens me disent encore souvent, les clients, c'est telle entreprise de tel secteur d'activité, de telle taille à telle taille, mais c'est pas du tout ça un persona, ça va bien plus loin, il faut vraiment aller plus loin, connaître son problème, ses attentes et dresser un portrait robot de son client idéal. On peut commencer même d'ailleurs en faisant l'anti-persona. Quand on a du mal à définir son persona, on peut déjà se dire éliminer tous ceux qu'on ne veut pas. Au départ, c'est peut-être des fois plus facile de commencer par ce qu'on ne veut pas. Et du coup, par élimination, on va créer le persona. Être impatient, donc c'est pareil en marketing de contenu et je pense aussi en SEO, quand les clients veulent être premiers tout de suite et avoir un résultat tout de suite. Donc, par exemple, on va écrire 5 articles de blog et s'attendre à être premier sur Google et avoir je ne sais pas combien de milliers de chiffres d'affaires qui vient tout de suite. Ou faire une campagne d'une publicité un mois et ça révolutionne tout. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, avoir une approche héroïste, donc mesurer et traquer, oui. Mais en tout cas, il ne faut pas l'avoir à court terme. C'est un jeu, il faut être patient. C'est un jeu qui se met en place au fur et à mesure. Donc, les étapes, par où on commence quand on veut mettre en place une stratégie cohérente. Donc, je dirais que la première des choses, c'est d'analyser et fixer justement ces KPI. Donc, analyser, donc quand on crée une société ou qu'on a la tête dans le guidon tout simplement dans son entreprise, c'est bien de prendre du recul et de faire un benchmarking de la concurrence. Alors, l'idée, c'est pas de les copier, c'est simplement de voir en fait les concurrents, quelle spécialité ils ont pris, de quelle manière ils adressent leurs clients, leurs prospects, quel est peut-être aussi leur persona. Quand on démarre, des fois, on se dit je crée ma société, je pense que mes clients vont être comme ci, comme ça, mais je ne le sais pas parce que je n'ai pas encore de base de données, je n'ai pas encore de recul, de retour. Donc, dans ces cas-là, on peut s'intéresser à la concurrence pour aller drainer de l'information et avoir des pistes.
qu'on va tester et vérifier ensuite sur le terrain. Donc, le benchmarking, il faut le faire régulièrement et ça vous permet en fait d'être au courant des tendances du marché, comment il fonctionne, quels sont les discours. Et le but du jeu, bien sûr, c'est de vous démarquer. Donc, quand on est indépendant, il y a la partie branding personnel qui va être importante. Mais c'est quelle est votre valeur ajoutée, quelle est votre spécialité. Je veux dire, on peut prendre l'exemple du marketing, hein, on est plein d'indépendants dessus. Pour autant, il y a de la place pour tout le monde et chacun a sa valeur ajoutée, sa spécificité. Donc, il y aura toujours de la place pour tout le monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quelle est votre force et quelle est votre valeur ajoutée. Connaître son client idéal, et donc fixer les objectifs. Est-ce qu'au début, c'est de la notoriété, c'est du trafic, se faire connaître? En général, on commence par là et c'est un gros travail. Et attirer des leads et des leads qualifiés. Donc, c'est les principaux objectifs qui reviennent régulièrement. Hein. Grosso modo, c'est du trafic et des leads et on mesure. Connaître sa proposition de valeur, je pense que c'est l'exercice avec le persona qui est le plus compliqué au départ. Donc, en entreprise, voilà, on se lance, on dit je suis freelance en content marketing, je suis consultant en SEO, mais en fait, quelle est notre mission? La mission, elle va au-delà des services, c'est-à-dire on va au-delà du portefeuille de solutions, de produits ou de services. Il faut se demander quelle est notre valeur ajoutée et pourquoi nous choisirez-vous, pourquoi on vous choisirait en tant que client et pourquoi on choisirait votre entreprise par rapport à l'autre. Donc, pour répondre à ces questions, parce que c'est bien beau de poser des questions, mais comment on fait? Il faut connaître sa proposition de valeur. Donc, comment on fait? En général, on fait un brainstorming. Donc, si vous êtes tout seul, l'idéal, c'est de le faire avec vos clients pour avoir justement un retour, avoir leur feedback. Ou avec votre équipe, hein, tout simplement, ou quelques partenaires. On fait des entretiens pour pouvoir dresser les templates de persona. Donc là, on le trouve par exemple sur HubSpot, hein, il y en a plein en ligne, il y a plusieurs sites qui vous permettent de faire un persona propre en termes de graphique et de design. En général, on en a entre 3 et 5 personas. Je dirais 2-3 personas, c'est le minimum. C'est rare qu'on n'en ait qu'un seul. Il ne faut pas en avoir 10, mais voilà, gérer une fourchette entre 3 et 5 personas bien ciblés sur lesquels on va délivrer du contenu personnalisé. On peut faire aussi l'exercice de la carte d'empathie. Donc, je dirais que c'est complémentaire au persona, où ça peut vous aider à créer le persona. C'est 2 outils différents qui ont le même objectif. Donc, vous pouvez taper sur Google, je n'ai pas mis tous les schémas pour que ça reste un peu léger, mais vous verrez facilement comment ça fonctionne. C'est très proche du persona. Et enfin, on a le canevas de la proposition de valeur. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais quand je faisais des études de marché en cabinet de conseil, notamment pour des projets innovants. Donc, pareil, vous googlisez en 2 secondes et vous avez les exemples. Mais le but du jeu, c'est de se dire, OK, mon client, il fonctionne comme ça, il a ça comme problème. Qu'est-ce que j'apporte comme solution pour résoudre ce problème? Et il a ça comme désir, comme besoin, il se projette dans telle situation idéale. Qu'est-ce que je vais proposer en face comme solution pour répondre à ce besoin? Donc, il y a toujours, et c'est ce qu'on retrouve dans le persona, il y a toujours 2 axes. Quel problème? Vous répondez à quel problème? Ou vous renforcez quelle situation idéale? Quelle est l'envie cachée derrière le produit, le service? Je vous donnerai un exemple plus tard. Enfin, si, par exemple, je vais en prendre un facile, et si ça vous parle pour que ça soit peut-être plus clair. Par exemple, je suis agent immobilier. Donc, mon service, c'est quoi? C'est de faire des visites immobilières et de proposer des biens qui correspondent à la demande de mes clients. Mon client, qu'est-ce qu'il veut? Il veut acheter une maison ou un appartement. Mais ce qu'il y a derrière, c'est pas, on ne va pas s'arrêter aux caractéristiques de son besoin type. Par exemple, le jeune couple qui s'installe, besoin type une maison avec 2 chambres parce qu'il y aura un futur bébé avec jardin ou terrasse, etc. Enfin, une maison, c'est plutôt un jardin, voilà. Le besoin qu'il y aurait derrière, c'est un projet de vie. Ils vont idéaliser quelque chose. La maison, c'est le démarrage, c'est peut-être le lieu de la création de notre premier foyer. On va créer, constituer notre famille
avec cette maison. Donc, ce n'est pas simplement l'achat d'une maison. Derrière, il y a un autre besoin, une réelle envie. Donc, ce qui est important quand vous communiquez en marketing de contenu, c'est d'identifier justement ces besoins plus profonds que le simple je veux une maison qui rentre dans mon budget, qui a telle et telle caractéristique. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, dites-moi-le. Voilà, pour donner un petit exemple concret. J'accompagne aussi un client, MySam, donc j'en parle souvent, une start-up qui fait des logiciels pour les entrepreneurs, par exemple. Donc, la fonctionnalité du logiciel, ça va être on fait un business plan, les concurrents ne le font pas, on fait des devis, on fait des factures. Donc, on a toute une batterie de services. Mais ce sur quoi on va plutôt communiquer, ça va être des thématiques qui vont servir l'entrepreneuriat, le freelancing. Et qu'est-ce qui motive un entrepreneur? C'est de sécuriser son activité, c'est d'avoir de l'indépendance, de la liberté, dont il rêve de liberté, d'indépendance, de bien gagner sa vie et de ne pas se cracher dans les 3 premières années. Donc ça, c'est plus les besoins profonds. On ne va pas parler que des fonctionnalités du logiciel, sinon ce serait vraiment... ce serait barbant, quoi. Donc, le marketing de contenu se concentre plutôt sur les besoins profonds. Dans la partie donc planifier et créer son contenu, donc troisième étape, simplement on prend du recul. En général, on commence billet en tête, on a quelques idées. Au début, c'est très facile d'avoir des idées. On a plein d'idées, on bombarde, on écrit, puis ensuite on se retrouve à sec. Donc, c'est bien de sortir la tête du guidon et de se dire, OK, on va faire des thèmes, on catégorise les sujets. Donc, par exemple, si on prend l'immobilier, ça peut être toute la partie financement en amont. Comment on peut faire répondre aux personnes qui se demandent comment je peux obtenir un prêt, quelles sont les pièces demandées, comment je peux obtenir un prêt, quelles sont les conditions que les banques attendent, comment je peux obtenir un prêt quand je suis indépendant, les conditions sont différentes. Donc, il y a la partie là. La partie peut-être neuf, comment ça se passe pour les projets quelles sont les lois, les lois et la fiscalité qui vont permettre d'avoir un allègement fiscal si on part dans tel mécanisme du neuf ou de l'ancien. Donc, ça peut être la partie fiscalité immobilière, ça peut être la partie financement, la partie construction projet, comment se faire entourer, comment choisir son prestataire pour construire sa maison correctement et pas avoir de soucis. Enfin, voilà, on va chercher toutes les questions que peut se poser le client, les différents personas, puisque d'un persona à un autre, on n'aura pas les mêmes problématiques. On catégorise ces grands sujets et ensuite, on va dérouler des articles et on choisit les formats. Donc, des articles, des interviews, des vidéos, des infographies, des événements, des webinaires, des guides, donc toute la panoplie possible. Il faut penser derrière aux efforts à déployer. Donc là, c'est pareil. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes aidé par quelqu'un en externe? Est-ce qu'il y a une armée d'équipes dans le marketing qui va pouvoir vous aider et déployer tous ces formats? Puisque dès qu'on choisit un canal, un format, pour s'y tenir, derrière, il y a un effort soit humain, soit financier pour pouvoir le créer. Le marketing de contenu coûte moins cher, hein, comme on dit souvent que la publicité. Néanmoins, il y a quand même des moyens à mettre. Soit vous le faites vous-même et ça vous prend énormément de temps, soit vous le déléguez et il va falloir payer. Donc, ça coûte quand même. Quelle est la fréquence? Donc là, il faut penser à qui fait quoi. Donc, s'il y a une équipe, s'il y a de l'interne et de l'externe, qui est l'auteur? Est-ce qu'il y a des co-auteurs? Quelqu'un qui valide? Combien de temps on met pour valider un article ou une vidéo? Donc, pensez au workflow. C'est ça, le workflow, c'est des étapes pour arriver à la création et tenir son calendrier éditorial. Est-ce qu'on publie 1 fois par semaine, 2 fois par semaine? Donc là, moi, je suis plus en B2B. Donc, en B2B, je vous dirais qu'1 fois par semaine, c'est déjà très bien. Ça dépend des thématiques, ouais, mais une fois 3-4 articles dans le mois, avec en variant un peu les thématiques ou les personas, et en étant actif sur les réseaux sociaux, c'est déjà très bien. Après, c'est en fonction de la compétition du secteur. Plus le secteur est compétitif, plus il va falloir développer des efforts. À l'inverse, des secteurs qui, entre guillemets, roulent tout seuls, il y aura plus un effet donner du conseil et un effet notoriété, visibilité. Dans ces cas-là, la fréquence est moins importante. Je pense aux experts comptables, aux notaires, où ce sont des professions. Les clients sont là, on a besoin à un moment donné, on a besoin d'un expert comptable, on est obligé de passer par un notaire, donc ils n'ont pas une problématique de lead en tant que telle,
puisque ça tombe tout cuit. Mais donc, c'est plutôt donner de la valeur ajoutée, montrer l'expertise, rassurer et donner une bonne image de marque, par exemple. Ou montrer un service, l'excellence du service, par exemple. Ensuite, quand on a créé le contenu, on le publie sur son blog, on le publie sur ses réseaux sociaux. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. La diffusion, il faut penser à différents canaux. Donc, on fait en fonction de son budget, hein, bien sûr, et en fonction de sa cible pour choisir les canaux les plus appropriés. On a le paid media, le earned media et le owned media. Donc, c'est le modèle POEM. Qui a été complété aussi parfois par POEM S, où on ajoute le shared, donc la partie partage, mais ça va très bien aussi dans la partie earned media. Donc, qu'est-ce qu'on entend par earned media? Donc, c'est les relations publiques, les relations avec les blogueurs, les influenceurs, la viralité, le bouche à oreille, des liens obtenus. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est par exemple, il y a un partage d'articles gratuits avec un blog ou un magazine qui est de renom. Vous obtenez par exemple une parution dans un magazine, je pense au Luxembourg, je pense à Paper Jam par exemple, IT One dans l'IT, vous obtenez une visibilité gratuite alors qu'initialement c'est payant. Donc ça devient du earned media par exemple. Vous partagez quelque chose sur les réseaux sociaux, ça a du succès, c'est liké, c'est partagé, il y a une grosse visibilité, ça devient viral, c'est aussi du earned media. Donc voilà, c'est tout ce que vous obtenez gratuitement ou qui initialement était payant que vous avez obtenu gratuitement. Donc c'est ce qu'on met, on met tout ça là-dedans. Dans le paid media, grosso modo, c'est tout ce que vous allez payer pour donner plus de visibilité à votre contenu. Donc, il y a Google Ads, hein, les achats de mots-clés, le display, les contenus sponsorisés sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Donc, tout ce qui est publicité en ligne, achat de mots-clés, SEA, etc. Tout ça, on met là-dedans. Et la partie owned media, donc, c'est vos propres c'est la marque en tant que média. Donc, qu'est-ce que vous avez développé? Le site web, le blog, vos réseaux sociaux, votre newsletter. Donc, ça, c'est vos leviers, les leviers propres à la marque. Je vous prends l'exemple de MySam, donc un logiciel pour les entrepreneurs et les freelances qui souhaitent faire des devis, des factures et surtout piloter leur rentabilité et voir combien ils vont gagner d'argent avant que l'année se termine, donc bien gérer son entreprise. Par exemple, quelle est la stratégie? Donc, en paid media, il y a de temps en temps des contenus sponsorisés sur Facebook. On a fait en earned media des backlinks sur des sites qualitatifs comme la CCI, la CMA, donc les chambres de commerce, des annuaires de start-up, des annuaires d'IT, de logiciels, donc des choses assez ciblées. On a en haut de médias, ils ont un site internet, un blog, ils ont une page Facebook, LinkedIn, une newsletter simplement pour les utilisateurs, pour les informer des nouvelles fonctionnalités, des ajouts, des mises à jour, des maintenances, donc toutes les actualités. Et puis un e-book qu'on peut télécharger sur le site pour avoir des étapes, justement, comment on fait pour bien gérer son entreprise et s'assurer le succès en termes de gestion. Donc, donner un petit peu de bon sens et de gestion aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs ou aux entrepreneurs qui se lancent. Donc là, c'est un exemple de quels canaux on a choisi en fonction de leur cible, bien sûr. Donc, c'est toujours en fonction du persona. Hein. Tout part du client et du persona. Enfin, donc la dernière étape, donc c'est analyser vos KPI et donc là c'est tout ce qui est tracking et donc vous allez mesurer, analyser, voir les résultats et mettre en place les actions correctrices. Donc il y a Google Analytics. Vous allez voir par exemple quelles sont les pages les plus visitées, quelles sont les pages où vous avez le plus de taux de rebond, quels sont les articles qui ont le plus fonctionné, quels mots-clés les personnes tapent pour arriver sur votre site et vous allez du coup en tenir compte pour proposer d'autres contenus et retravailler le contenu des pages où il y a un fort taux de rebond par exemple. C'est que quelques exemples. Là-dessus, l'expert, c'est plutôt Nicolas Yvenou. À votre avis, donc, quels sont les facteurs clés de succès? Finalement, j'en ai dit plein. Donc, déjà, la consultation du site, je pense, en premier lieu.
C'est-à-dire? Je pense que si on fait une campagne qui est digne de ce nom, logiquement, il va y avoir une adhésion au site qui nous est propre ou un intérêt, en tout cas, à visiter le site. Enfin, je ne sais pas après si ça se quantifie mais avoir Oui, un oui, oui. premier retour de ma fréquence a peut-être augmenté et à reprendre peut-être ceux qui ont été une ou deux fois et taper des mots-clés, relever les mots-clés peut-être de leur recherche sur notre site. Oui, complètement, ouais, complètement. Surveiller le trafic, le temps. Donc, il y a des KPI qui sont plus quantitatifs et d'autres qualitatifs sur l'analyse d'un site web. Effectivement, donc voir le trafic, comment il augmente, le taux de rebond, la durée des sessions, d'où ils proviennent, est-ce qu'ils sont plus aussi sur ordinateur et mobile, est-ce que notre contenu est bien adapté au mobile, est-ce que l'expérience est bien adaptée, enfin tout le trafic, est-ce qu'il provient plus de LinkedIn, est-ce qu'il provient plus de Facebook, qui m'apporte du trafic aussi. Donc effectivement, il y a tout ça à prendre en compte. Oui. Excuse-moi de t'ai coupé. Tu as quelques éléments de réponse dans le chat. Tu as Hakim qui a dit forcément les facteurs clés de succès, il faut être régulier. Bon, je pense que tu ne vas pas le contredire. Ça paraît être logique. Ouais, exactement. Il y a Steve Alexandre aussi, connaître son persona et s'adresser à lui uniquement. Donc oui, ça reprend ce que tu as vu et sinon c'est tout. Ouais, c'est bien, c'est ça. Donc il y a 3 points importants en content marketing, je dirais 3 règles qu'on garde toujours en tête. Donc c'est qu'il faut du contenu à valeur ajoutée pour la cible, donc pour le persona, s'adresser à lui. C'est ce qu'ils disent. Bon, en anglais, forcément, ils disent toujours valuable, du contenu qui soit valuable, donc de la valeur, du contenu légitime et pertinent. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, en anglais, on dit du contenu relevant. C'est légitime, c'est-à-dire que par rapport à votre secteur d'activité et votre posture, vous allez parler de quelque chose qui vous concerne, qui concerne votre marché. Vous n'allez pas trop vous étaler et trop sortir du cadre. Il faut rester légitime et pertinent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut creuser. Il ne faut pas faire qu'un titre alléchant et puis faire de la redite de tout ce qu'on trouve sur les autres sites. Voilà, il n'y a pas de valeur ajoutée, vous n'avez pas creusé le sujet, il faut apporter votre regard, votre expertise, un angle précis et vraiment répondre aux questions des internautes ou aux questions, en tout cas à la question que vous avez choisie, la requête que vous avez choisie lorsque vous faites votre contenu. Et du contenu régulier, bien sûr. Donc, to be consistent, c'est ce qu'ils nous disent. Être régulier, c'est le plus dur. Hein. On ne va pas se mentir. Même nous, en tant que marketeurs, justement, des fois, on est peut-être le cordonnier le plus mal chaussé. On se concentre sur les clients et en tant que community manager, on poste peut-être pas assez. En tant que moi, rédactrice web, j'ai un peu laissé mon blog de côté en ce moment. Enfin voilà, on est accaparé par plein d'autres choses, surtout quand on est seul. Donc l'idéal, c'est d'être accompagné, soutenu ou d'avoir une équipe et de mettre un espace pour la rédaction, de planifier les choses et de s'y tenir. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il est préférable d'être plutôt, donc dans ce cas-là, régulier ou plutôt original? Alors après, si on peut être les deux, c'est sympa, mais je n'ai pas une idée qui fuse par jour. Est-ce qu'il est préférable, donc tout à l'heure, je mettais comme question, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait à peu près, c'est une moyenne, 7 contenus pour avoir un retour, on va dire, pragmatique. En tout cas, voilà, j'ai un début de conversation ou j'ai un début d'accroche. Est-ce que si je ne suis pas patient, je me dis non, je n'ai pas le temps de consacrer à faire 7 contenus de manière régulière, je vais en faire 2. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que je me dis, je vais être original? En ce moment, on prépare au Luxembourg le retour des salariés en entreprise. Est-ce que je me dis, je vais faire qu'une communication à un client, je vais mettre une image un petit peu surprenante, comme vous parliez de Benetton à l'époque, voilà, tout le monde s'en souvient. Est-ce que je me dis, bon, allez, je préfère être original plutôt que de travailler dans le temps? Alors, ça dépend quelle est la stratégie. En fait, là, il faut juste faire un message pour quelque chose de particulier, effectivement, ça va être 1 ou 2 ou 3 messages peut-être et ça va s'arrêter là. Mais au niveau global, il faut se demander pourquoi on fait du content marketing, pourquoi on prend la parole.
Est-ce que c'est pour être expert? Est-ce que c'est pour créer du lien? Quels sont les objectifs? Est-ce que c'est pour vendre? Est-ce que c'est simplement pour la notoriété, la visibilité? Mais là, dans tous les cas, il faut que ça soit régulier. Il faut qu'il y ait au moins, en tout cas, un certain nombre de contenus à l'année. Parce que 2-3 contenus et puis ensuite on arrête, il ne se passera rien du tout. Hein, c'est un coup d'épée dans l'eau. Au moins, un grand minima, c'est 15 articles par an, quoi. Je veux dire, mais ça, c'est pour une thématique où il y a peu de concurrence et où c'est assez déjà ciblé et technique. Après, je dirais toujours qu'il vaut mieux publier pour publier, que ce soit sur les réseaux sociaux, les articles, etc. Si on n'a pas grand-chose à dire ou que ce n'est pas travaillé, vaut mieux s'abstenir. Il faut pas rentrer dans la course à l'inverse. Il faut publier tous les jours ou publier toutes les semaines. Et si effectivement on n'a plus grand-chose à dire, on perd la valeur ajoutée, on va saturer. Il n'y a pas grand intérêt. Donc il vaut mieux que ça soit travaillé. Et pour avoir les idées, c'est l'étape du début. Donc c'est faire un brainstorming, faire de la veille, s'inspirer. Il y a des outils, hein, donc on regarde les concurrents, on va sur Instagram, on tape des mots-clés, on regarde ce qui arrive, on fait des recherches sur Google, on fait des recherches sur YouTube, on utilise tous les canaux. On fait aussi, moi j'utilise Feedly par exemple en outil, où je vais mettre toutes mes sources de blogs de personnes influentes que je vais suivre. Ça me permet de me tenir à jour et d'être inspirée, d'avoir des idées pour mes clients principalement. Donc il y a matière à faire. Il faut prendre le temps de creuser, de chercher les idées, mais c'est sûr qu'il y a matière à faire. Après, derrière, c'est dire, moi, mon métier, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'écrire des articles ou pas? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je suis à l'aise et je peux le faire et j'ai envie de le faire? Et donc, combien de temps je peux allouer pour essayer de garder une régularité? D'accord. Dans le domaine dans lequel je travaille, le domaine du recrutement, de la consultance, etc., actuellement, c'est pas un secret de polichinelle. La communication doit être faite sur la distanciation, sur la protection, sur la veille sanitaire, etc. Oui. J'ai fait le point ce matin avec mon patron via une visio. Voilà, il faut communiquer. Moi, ce qui m'embête, c'est quand on dit il faut communiquer, il faut montrer le nom. J'ai l'impression que mon patron confond montrer le nom GoRH et moins de contenu. Là, si je veux faire une communication, oui, les gens, ils vont lire, il faut le masque, il faut ceci, il faut nettoyer, etc. Le contenu va être lambda, à la rigueur, va être le même que celui de mes concurrents. Donc, c'est pour ça que je parlais d'originalité. Donc, comment essayer de… Justement, par rapport au Covid, moi, j'ai eu la question aussi avec des clients. Enfin, et moi, je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas pour donner l'OMS, l'État, on va dire les canaux officiels nous le montrent et nous le disent assez bien. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Enfin, je ne vois pas la valeur ajoutée de l'entreprise à marteler ça. De dire que l'entreprise a pris ses dispositions pour protéger ses collaborateurs ou qu'elle a mis en place une action pour récolter des dons pour tel hôpital ou pour récolter du tissu pour fabriquer des masques. Oui, là, il y a un intérêt. Et dans la thématique, c'est en tant que consultant en recrutement, comment le métier il a changé, comment il a évolué par le Covid. Et donc, ça peut être donner des conseils aux candidats. Comment chercher du travail en période de confinement? Comment préparer un entretien en visio? Comment faire de la chasse et trouver des candidats voilà, il y a quand même une possibilité de, je pense, en réfléchissant, en se posant un petit peu, de trouver des idées de contenu pour le conseil en recrutement en période de confinement. Mais la période de confinement, ce sera un élément éphémère de la communication. Ce n'est pas la stratégie globale de contenu. La stratégie globale de contenu, elle est au-dessus. Le Covid, c'est un événement qui va arriver pendant quelques mois ou quelques temps, mais ce n'est pas l'objectif global. Il faut aller encore au-dessus, de manière plus… prendre encore un peu de recul. En fait. Et je termine là-dessus, parce que vous êtes l'experte dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des trames que vous respectez ou est-ce que les idées, l'agencement de la publication vient au fur et à mesure que vous la créez? Ou est-ce que vous appliquez, des trames… Des structures, dans les articles par exemple, ouais. Ouais. Complètement. Dans les articles, complètement. Il y a une structure, je veux dire, une landing page a une structure, une page de remerciement a une structure, les mailings, chaque outil a une structure de base, une structure fondamentale. Donc, par exemple, l'article, c'est la rédaction web. Donc, on n'écrit pas
On n'écrit pas comme dans un journal, on écrit de manière différente, plus aérée, avec une structure, un titre, un chapeau, une introduction, des sous-titres, des petits paragraphes, éviter trop de jargon, faire des phrases les plus courtes possibles, mettre des appels à l'action dedans, liés vers d'autres articles. Oui, il y a une structure, un template type, on va dire, qu'ensuite on va adapter. D'accord. Mais il y a une structure. De la même manière, quand on écrit pour un magazine, ils ont aussi cette structure. La seule différence, c'est qu'ils ont l'aspect SEO qui est complètement pas pris en compte, qui n'est pas du tout important. Alors que dans tout ce qui est blog d'entreprise, on travaille toujours pour le persona. On part d'abord du persona. Quelles sont ses questions, quels sont ses problèmes? On y répond, on recherche une requête ensuite et on va travailler cette requête. Mais voilà, il y a l'aspect SEO et l'aspect persona. C'est pas le SEO est optimisé pour la requête, mais parce que la requête répond vraiment aux besoins de la cible. Okay. C'est-à-dire, c'est pas que du mot-clé pour du mot-clé. Voilà, il faut vraiment que ça réponde à un besoin. D'accord. Okay. Donc voilà, je résumerai cette image que j'avais trouvée, hein, c'est pas moi qui l'ai faite, sur Internet. Pour résumer, c'est être intéressant avant d'être intéressé. Donc apporter avant de dire tout de suite au client de mettre la main au porte-monnaie. C'est surtout d'être empathique. Donc le content marketing, c'est de l'empathie. Donc c'est-à-dire on donne au client qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a besoin. Je lui délivre du contenu. Mais je ne vais pas faire que donner. Je vais quand même tenir compte de ce que veut ma marque, de ce que veut l'entreprise et de l'intérêt de la stratégie de l'entreprise et du business qu'il y a derrière. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans le travers où on ne fait que du gratuit, on ne fait que tout donner, parce que là, il n'y a plus trop d'intérêt à avoir une activité rentable derrière. Et de l'autre côté, ce que le client a tendance à faire, l'entreprise, c'est de se mettre trop en avant et de faire de l'ego marketing plutôt que de l'empathie. Donc, c'est trop, je me mets en avant, je suis le meilleur, notamment dans l'immobilier, ils sont tous numéro 1, leader de quelque chose, par exemple. Voilà, dire je suis leader dans ci, leader dans ça, c'est des messages trop pousser le produit aussi. Les clients ont souvent tendance, quand je leur propose un article, certains à vouloir dire faut mettre plus en avant, faut vendre, faut vendre. Et donc là, on tombe dans le côté vendeur de tapis qu'il ne faut surtout pas, quoi. Voilà. Pour terminer, parce que du coup, ça fait 1 heure, mais on a fait des questions-réponses en même temps, donc ça va, niveau timing. Voilà, les 5 règles, je dirais, importantes, les règles du jeu. C'est qu'il faut avoir une vision long terme. Ne soyez pas impatient et héroïste à court terme. Il ne faut pas s'attendre à des miracles avec 2-3 articles. Hein, voilà, c'est même pas la peine. Si vous n'êtes pas prêt à mettre un vrai effort, un budget ou en tout cas à jouer le jeu et vous organiser pour le faire vous-même comme il faut. Donc voilà, je dirais que les résultats portent entre 6 et 9 mois. Ça va dépendre de la régularité, du nombre de contenus que vous mettez en place et de la compétitivité du secteur. Planifier des moments de rédaction et s'y tenir. Donc là, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, voilà, il faut s'organiser et planifier pour qu'on arrive à atteindre cette régularité qui fait qu'on va créer de la confiance et une relation avec son audience. Ne pas hésiter à demander du feedback, donc dans des commentaires, comme là dans le webinaire, demander du feedback sur la présentation, sur quel autre sujet vous intéresserait, par exemple, si je veux en refaire, sur quelle thématique je pourrais aborder. Ça peut faire des petits sondages par email aussi, demander un avis à la fin d'un article de blog. Gardez toujours en tête votre persona et la requête SEO, parce que par expérience, quand les personnes que j'ai pu former me disent oui, c'est bon, on a la requête, oui, le persona est fait, et puis paf, on passe à la rédaction, et le SEO est complètement occulté. Du coup, on passe un temps fou à retravailler pour réintégrer, retourner les phrases. Donc, c'est une grosse perte de temps. Ou le persona, on l'a fait, il est beau, il est propre, avec un beau template, et puis au final, on ne s'en sert pas. Et on a un ton qui est de nouveau trop généraliste et pas du tout percutant. Et pensez à recycler vos contenus. C'est qu'on passe beaucoup de temps à écrire, à faire des vidéos. Vous passez beaucoup de temps, en tout cas, à faire du contenu. Et c'est bien de pouvoir le décortiquer en infographie ou en petits bouts de contenu ou reprendre simplement une statistique, un fait, un chiffre. Voilà, ne pas hésiter à recycler, à republier.
pour réutiliser le contenu et optimiser justement les efforts passés sur toute la partie en amont, la stratégie et la partie création en elle-même. Voilà, je vais répondre encore à vos questions et je vous rappelle juste du coup que j'offre 1 heure de conseils gratuits. Donc, si vous avez justement besoin de mettre à plat la stratégie pour vous, pour vos clients ou pour un projet, voilà, ce sera 1 heure pour échanger vraiment ensemble et répondre à vos questions et vous orienter comme je peux dans ce laps de temps.